Une audience, celle accordée par le Premier ministre ce soir à une mission du FNIAP conduite par la directrice exécutive de ce fonds. Une concertation, celle organisée aujourd'hui par le ministère de l'économie et de l'industrie avec les partenaires dans le domaine de la formation technique et professionnelle. Un lancement, celui de la campagne nationale des pare-feux 2019-2020, c'était à partir de l'Atf, dans la wilaya du Gorgol. Voilà pour les principaux titres de votre journal et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 22 novembre 2019. À 21h30 que nous commençons par cette audience que je vous annonçais dans les titres, audience accordée par le Premier ministre. En effet, M. Ismaïl Ould Chersidi a reçu ce soir une mission du FNIAP, le Fonds des Nations Unies pour la population, conduite par la directrice exécutive de ce fonds, une audience qui s'est déroulée en présence de la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, du directeur de cabinet du Premier ministre, du chargé de l'Afrique, de l'Ouest et du Centre au niveau du FNIAP et du représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la population à Nouakchott. Et après l'audience, la directrice exécutive a donné des précisions sur le déroulement de l'audience et les entretiens, les sujets qui ont été évoqués. J'ai l'opportunité de parler avec le Premier ministre et des autres ministres du gouvernement sur accélérer les promesses pour les femmes de Mauritanie, les jeunes filles de Mauritanie. Notre but est prévenir le décès maternel, spécialement. En Mauritanie, nous avons une bonne mission. J'ai vu la clôture d'un soin d'excellence exceptionnel qui va assister les sages-femmes de ce pays. Voilà, la directrice exécutive du FNIAP à l'issue de l'audience qu'elle lui a accordée ce soir et sa mission qu'elle dirige, le Premier ministre. L'actualité politique intérieure avec donc la conférence hebdomadaire pour commenter les travaux du Conseil des ministres, conférence qui s'est tenue hier. Et 4 membres du gouvernement étaient devant la presse justement pour ce faire. Il s'agit du ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des TIC, les technologies de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, de son collègue du commerce et du tourisme, de leurs collègues de l'hydraulique et de l'assainissement, et enfin de leurs collègues des affaires sociales, de l'enfance et de la famille. Résumé de cette conférence avec Mamadou Gueye. Le porte-parole du gouvernement a précisé que le Conseil des ministres a examiné et approuvé un certain nombre de décrets et de communications, dont une communication sur l'état d'avancement du plan d'action du ministère du Commerce et du Tourisme et une autre sur la situation du sous-secteur de l'assainissement en Mauritanie. Le Conseil a également examiné et approuvé une communication sur l'avancement du plan d'action du département des affaires sociales, de l'enfance et de la famille et une autre sur la stratégie nationale de protection de l'enfant pour la période de l'an 2020-2025. À son tour, le ministre du Commerce et du Tourisme a précisé que la communication portant sur l'avancement de l'action du secteur est axée essentiellement sur ce qui a été engagé dans le cadre du plan d'action élaboré par le ministère pour l'année 2020. C'est ainsi que, dans le domaine du commerce, des pas importants ont été franchis au niveau de l'accord de partenariat entre notre pays et la CEDEAO qui va permettre à la Mauritanie de s'ouvrir à un grand marché de 360 millions d'habitants, ce qui ne manquera pas d'encourager l'investissement et l'industrie mauritanienne. Il a ajouté qu'un atelier préparatoire a été organisé donnant lieu à la participation de tous les secteurs concernés dans le cadre de l'accord de libre-échange continental africain, dans le but de sensibiliser le public sur les risques potentiels qui peuvent éventuellement résulter de l'adhésion de la Mauritanie à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et à l'organisation de libre-échange continentale africaine.
Dans le secteur du tourisme, le ministre a indiqué que la communication a abordé des résultats obtenus au cours des 3 derniers mois. Il a noté la supervision du lancement de la saison touristique 2019-2020, précisant que tous les indicateurs montrent que la saison touristique se présente plutôt bien avec l'arrivée d'environ 1 millier de touristes dans la région de l'Adrar. Il a ajouté que de nombreux projets sont en cours de mise en œuvre pour renforcer l'activité touristique et honorer ainsi les engagements pris à cet effet par le président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould-Cheikh Ghazouani, dans son programme électoral. Le ministre a souligné que plusieurs mesures seront prises pour encourager l'investissement et améliorer le climat des affaires dans le pays. De même, nombre de campagnes au niveau des marchés ont été menées afin de protéger le consommateur. D'ailleurs, il y a quelques minutes déjà, a ajouté le ministre, 140 tonnes de lait impropres à la consommation humaine ont été saisies et détruites, en plus de la destruction de quantités considérables d'autres substances périmées au cours des dernières semaines à Nouakchott, Nouadhibou, Kifa, Attar et dans différentes régions du pays. De son côté, la ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a indiqué qu'elle a présenté une communication sur la problématique de l'assainissement dans le pays, la situation actuelle du sous-secteur, les projets programmés, la réalisation d'infrastructures de base modernes et aptes à répondre définitivement aux besoins des populations dans ce domaine. Il y a de grands défis qu'il convient de relever en vue de respecter les engagements relatifs à l'assainissement pris dans le cadre du programme de son Excellence, le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Ghazouani. Elle a ajouté que l'augmentation considérable de l'eau consommée contribue au phénomène de la montée des eaux souterraines, et ce d'autant plus que la pose, la première pierre de l'extension du réseau d'eau potable de la ville de Nouakchott, a été effectuée par son Excellence le président de la République pour couvrir les besoins de tous les quartiers de la capitale. Madame Naham Minta Hamdi Ould-Mouknas a souligné que le ministère entreprend plusieurs démarches, notamment le pompage continu des eaux stagnantes dans les zones basses de Nouakchott et le renforcement des compétences de l'Office national de l'assainissement, afin de lui permettre d'intervenir efficacement pendant la saison des pluies et qu'il donne la priorité à la mise en place de systèmes d'assainissement plus adaptés aux attentes de la population en termes de qualité et de quantité à Nouakchott, Nouadhibou et dans les autres villes du pays en fonction des différents besoins. Pour sa part, la ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille a indiqué dans sa communication relative à la stratégie nationale de la protection des enfants pour la période 2020-2025 entre dans le cadre de la mise en œuvre des engagements du président de la République qui sont désormais traduits par le programme du gouvernement pour la période l'an 2020-2024. Nous avons mis l'accent sur 4 points clés, ou 4 axes clés. Le premier, notre département a pris en charge la protection sociale et les personnes handicapées, à travers, bien entendu, la prise en charge médicale des indigents, l'évacuation au Maroc des malades indigents, mais aussi la prise en charge sociale, donc apport social aux malades, mais également aux indigents. Au niveau maintenant du deuxième axe, qui constitue la promotion féminine et genre, on a mis en place 5 plateformes multisectorielles de lutte contre les violences basées sur le genre, au niveau de Elmina, Sepra et Darnaïm. Nous avons également mis en place une commission qui vise, bien entendu, à prendre en compte le genre dans tous les départements. Nous avons également signé une convention avec le Suède pour la formation de 2500 femmes-filles en formation qualifiante et en entrepreneuriat. Le second point, la seconde communication, comme je vous le disais tantôt, porte simplement sur la stratégie nationale de protection de l'enfant. Alors, c'est une stratégie qui couvre une période 2020 et 2025. C'est une stratégie qui a été élaborée sur la base d'un diagnostic approfondi qui prend en compte de manière inclusive et participative tous les besoins des enfants. Ensuite, nous envisageons pour le dernier axe, renforcer le système de suivi-évaluation à travers un recueil plus approprié des données pour la protection et le bien-être des enfants et le suivi périodique de l'évolution des indicateurs ainsi que leurs déterminants. Voilà donc pour cette conférence tenue hier animée par 4 membres du gouvernement.
pour commenter donc les communications, les résultats des travaux du Conseil des ministres. 4 donc ministres étaient à la manœuvre. Des collègues de l'économie et de l'industrie, lui, il a présidé aujourd'hui une réunion à Nouakchott. Il s'agissait d'une rencontre de concertation avec les partenaires, notamment dans le domaine de la formation technique et professionnelle. Autour de quoi s'est focalisée cette rencontre, Abdelrahman Hamad? Cette réunion de concertation entre les acteurs du secteur de la formation professionnelle et technique et les bailleurs des fonds, organisée par le ministère de l'économie et de l'industrie, se focalise autour de la formation professionnelle et l'emploi. Ouvrant les travaux de cette rencontre, le ministre de l'économie et de l'industrie a précisé que la réunion constitue une étape importante dans le processus d'amélioration et de valorisation de la formation professionnelle et de l'emploi et encourage une main-d'œuvre qualifiée au service du développement économique et social du pays, soulignant que le président de la République avait présenté une vision de modernisation intégrée et ambitieuse du pays à tous les secteurs afin de parvenir à un développement équilibré et global. M. Cheikh El-Kabir Moulay Tahar a souligné que les efforts visent principalement à diversifier l'offre dans le domaine de la formation professionnelle, à doubler la capacité d'absorption de ces institutions, à créer un partenariat effectif avec le secteur privé et à la mise en place d'un système national de formation de formateurs en se concentrant notamment sur les secteurs économiques prometteurs et émergents tels que les gaz, les pétroles et les minéraux. Le ministre de l'Enseignement secondaire et de la formation professionnelle a, quant à lui, passé en revue les grandes lignes du plan de formation technique et professionnelle. La stratégie de la formation est traduite naturellement dans une composante du Programme national de développement du secteur éducatif. Elle s'articule généralement autour de 3 axes. Un premier axe qui est l'accès à la formation, créer les conditions d'accès à la formation technique et professionnelle pour le plus grand nombre de jeunes Mauritaniens. L'engagement du gouvernement pour les 5 années à venir, 40 000 opportunités d'emploi, de formation offertes aux jeunes Mauritaniens sur les 5 prochaines années, ce qui est assez ambitieux en termes de possibilités de mise en œuvre, parce qu'on a un système de formation aujourd'hui qui accueille 7 000 personnes annuellement et qui met sur le marché 3 500 par an. Si le gouvernement s'est fixé cette ambition d'avoir 40 000 opportunités de formation créées autour de 5 années, ça veut dire que nous devrons faire un effort important en matière de développement de capacités d'accueil du système, en matière d'innovation dans les modes de formation. Pour sa part, le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, M. Mohamed Zain El-Abidine ou le Cheikh Ahmed, a affirmé que le patronat attache une importance particulière à la formation en raison de ses répercussions sur l'emploi et sur l'intégration de la jeunesse dans la vie active en raison de son lien organique pour l'amélioration des performances et de l'efficacité économique. Pour les chefs de la délégation de l'Union européenne, porte-parole du groupe des partenaires techniques et financiers, la formation professionnelle et l'emploi constituent un levier économique indispensable. L'emploi et la formation professionnelle sont une priorité partagée au plus haut niveau, que ce soit par le nouveau gouvernement de la Mauritanie, mais aussi par nous en tant que partenaires de ce gouvernement. Et je voudrais vraiment réitérer l'engagement des partenaires pour accompagner le développement de la formation technique et professionnelle en Mauritanie. Notons que la formation professionnelle et l'emploi sont au cœur des engagements du pouvoir public dans le but de fournir un travail décent et une vie digne à tous les jeunes Mauritaniens, ce qui s'est manifesté par l'engagement de fournir une formation à 40 000 jeunes au cours des 5 prochaines années. Voilà pour cette rencontre de concertation organisée aujourd'hui par le ministère de l'économie et de l'industrie avec les partenaires, notamment dans le domaine de la formation technique et professionnelle. Le ministre de la Santé, lui, était à l'intérieur du pays. Il était à Nassaba pour visiter des infrastructures relevantes de son département. Compte rendu sur les activités du ministre avec notre envoyé spécial Ahmed Maloum. Compte rendu revu et présenté en français par Abdoul Ademaba. Quelles sont les étapes donc, les dernières étapes du ministre de la Santé à Kifa?
La direction régionale de l'action sanitaire de Kifa, DRAS, a constitué la première étape de ce déplacement du ministre de la Santé, Mohamed Naziroul Hamed Issé Tanki, de l'État, du système sanitaire de Sédulaya au sein de cette direction. Le centre de santé de Kifa a été visité par le ministre de la Santé sur les lieux. Il s'est informé de l'état de cette structure sanitaire et s'est aussi enquis du dépôt de la CAMEC, centrale d'achat des médicaments et consommables médicaux. Dans ce cadre, il a pu constater de visu l'état de ce stock dédié à Sédulaya. L'école de santé publique a aussi accueilli le responsable de ce département ministériel. Au niveau de cette structure, il a visité la direction administrative, les salles de classe et a pu s'enquérir des conditions d'études des pensionnaires de cette école. Le centre hospitalier de Kifa fait partie de l'agenda de ce déplacement du ministre de la Santé en Assaba. Il a pu se rendre compte du dispositif et du plateau technique de cet établissement hospitalier. Le centre hospitalier régional de Kifa constitue ainsi l'ultime étape de cette visite du ministre de la Santé sur place. Il s'est rendu au niveau des différentes unités de cette structure sanitaire. Il a aussi passé en revue le plateau technique dont dispose le centre hospitalier régional de Kifa au sein de l'unité de pédiatrie. Le ministre de la Santé s'est rendu compte des conditions de prise en charge de la santé de la mère et de l'enfant. Au cours d'une réunion tenue avec le personnel soignant, les membres de ce corps ont tour à tour pris la parole. Ils ont fait part des problèmes des travailleurs. Mohamed Naziroul Hamed a affirmé que le gouvernement compte trouver des solutions aux problèmes posés. Il a ensuite affirmé que l'État compte améliorer les conditions de travail de tous les travailleurs, particulièrement ceux du secteur de la santé. Lors d'une autre rencontre tenue avec les membres du système sanitaire de Sédulaya, ces derniers se sont prononcés. Ils ont tour à tour exprimé les problèmes auxquels ils sont confrontés. Prenant la parole par la suite, le ministre de la Santé a affirmé que concernant les problèmes d'approvisionnement en eau des hôpitaux, il a précisé que cela va être réglé puisque ces structures, dit-il, ne doivent pas être approvisionnées en eau par le biais de citernes. À propos des problèmes d'accès à certaines structures hospitalières, le ministre a affirmé avoir posé ce problème au ministre de l'Équipement afin d'ériger des routes goudronnées menant aux structures sanitaires. Pour le problème lié à la disponibilité des médicaments, Mohamed Naziroul Hamed a souligné qu'un grand dépôt de médicaments de la CAMEC va être mis en place à Kifa. Ce dépôt, dit-il, va desservir toute la région et aussi les wilayas du Hode Charri, du Hode Gharbi et du Tagan. Enfin, le wali de l'Assaba, Rabbi Abdin, a répondu à d'autres interpellations. Voilà pour cette visite donc à Kifa du ministre de la Santé. Autre visite ministérielle, mais cette fois à Nouakchott. Il s'agit de la visite effectuée aujourd'hui au centre Zayed pour les autistes. Les autistes se trouvent donc ce centre se trouve dans la wilaya de Nouakchott-Ouest, précisément dans la Muqata'a de Tevrazena. Alors, qu'est-ce que c'est que l'autisme et combien d'enfants sont-ils touchés par cet autisme? Élément de réponse avec Mohamed Dougaï. Ils sont près de 3700 enfants à souffrir de l'autisme en Mauritanie. L'autisme est un trouble sévère et précoce du développement de l'enfant, apparaissant avant l'âge de 3 ans. Il est caractérisé par un isolement, une perturbation des interactions sociales, des troubles de langage, de la communication non verbale et des activités stéréotypées avec restriction des intérêts. Longtemps resté tabou au sein de la société à cause de sa complexité et de la méconnaissance du genre de traitement. Cette pathologie est désormais prise en charge au centre Zayed pour enfants autistes dont le directeur nous explique le fonctionnement. Il y a 100 enfants qui sont atteints par l'autisme qui bénéficient de nos services. Parmi eux, 36 chaque jour, de 8h à 1h. Et les autres, une trentaine viennent de 1h à 3h. Et les autres de 5h à 7h. Et il y a plusieurs branches. Il y a l'ergothérapie et l'orthophonie, et la kinésithérapie et l'éducation spécialisée. Premier obstacle franchi, le personnel spécialisé. En effet, le centre dispose d'un cadre et d'un personnel à même de donner une éducation spécialisée aux enfants. Notre centre prend en charge les enfants porteurs d'autisme. Chaque enfant ici reçoit un programme de réhabilitation tout à fait complet, de 8h jusqu'à 1h. Chaque enfant ici reçoit aussi des séances en ergothérapie, en orthophonie et en kinésithérapie.
Les enfants qui sont ici en classe aussi sont suivis sur tous les domaines, c'est-à-dire le domaine de l'autonomie, le domaine de la motricité globale, le domaine de l'autonomie, de la motricité fine, le domaine social, tout ce qui comporte l'évaluation de ces enfants-là. Aussi, ils prennent un goûter ici, ils ont une séance de sport, ils ont des sorties, ils font de la piscine, de l'équitation, tout un programme chargé pour favoriser le maximum l'autonomie et leur insertion sociale. L'État mauritanien accorde une importance toute particulière à la santé des enfants. C'est donc consciente de l'importance que revêt ce centre pour autistes que Mme Nene Oumou Dafa Kane a visité cette structure de l'Association mauritanienne pour enfants autistes. Elle s'est informée du contenu des cours dispensés, l'état des enfants autistes et reçu d'amples explications des responsables sur l'approche mise en place pour apporter santé, bonheur, espoir et pour les enfants et pour les familles heureuses pour la prise en charge de leurs enfants longtemps confinés dans l'ignorance. Voilà pour cette visite aujourd'hui effectuée par la MASEF au centre des autistes ici à Tevrarzine. Sa collègue, elle, était au Gorgol. Là-bas, elle a donné le coup d'envoi de la campagne nationale des pare-feux pour 2019-2020. C'était hier à partir de Bir el-Ray dans la zone de l'Atf et tout cela dans la wilaya du Gorgol. C'est un compte-rendu de notre envoyé spécial Sidi Bouya Ahmed, un compte-rendu revu et présenté en français par Abdoul Ademaba. Par ces signes, la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Mariam Bekkay, a donné le coup d'envoi de la campagne nationale de pare-feu pour la saison 2019-2020 à partir de la zone de l'Atf dans la wilaya du Gorgol. La campagne vise à préserver plus de 10 000 km d'anciens pare-feux et la réalisation de 300 km de nouveaux pare-feux répartis entre les wilayas sylvo-agro-pastorales du pays que sont le Dehod, la Saba, le Guidimara, le Trarza et le Brakna. La campagne des pare-feux, dont le coût global cette année est estimé à près de 60 millions d'ouguiyas, a pour objectif de limiter au maximum les superficies brûlées, de sécuriser les réserves pastorales stratégiques du pays et préserver les écosystèmes, d'éviter la transhumance transfrontalière de nos populations et de réduire le recours à l'achat d'aliments de bétail sur le budget de l'État pendant la période de soudure. Ces objectifs seront réalisés grâce à l'exécution rigoureuse d'un plan d'action qui comprend 3 axes clés. Tout d'abord, une campagne de sensibilisation et d'éducation des populations. La réalisation d'un réseau d'une qualité technique optimale. Et enfin, une intervention rapide et efficace pour l'extinction des feux de brousse. Le lancement de cette campagne a suscité la satisfaction des populations locales des actions prises par le gouvernement en faveur des citoyens, où qu'ils soient. Nous ne sommes pas sans savoir l'action du gouvernement pour le bien-être de tout un Mauritanien. Nous ne pouvons cependant que souhaiter que cette action soit un gage de satisfaction pour tout le peuple mauritanien. Cette satisfaction touche d'ailleurs tous les domaines et les illustrations ne manquent pas. La Société nationale d'aménagement agricole et des travaux, SNAT, assume la charge d'exécuter ces travaux dans le cadre d'un contrat-programme pour la période 2019-2021 liant cette entreprise à l'État mauritanien. La ministre avait auparavant fait un arrêt dans l'une des stations de réhabilitation des arbres de la gomme arabique dans la commune de Djawel où plus de 4000 arbres de gomme arabique sont implantés. La ministre a clôturé sa visite par une réunion de travail avec le personnel de la délégation régionale de l'environnement et du développement durable à Kaïdi. Au menu de cette réunion, l'examen de la situation du secteur et les voies susceptibles d'améliorer la performance de la délégation. Et c'était bel et bien la voix d'Abderrahman Hamadan. Il faut lui retourner ce qui lui appartient et non
la voix d'Abdoulaye Demeba, comme je l'ai dit tout à l'heure, par inadvertance. Retour à Nouakchott qui a abrité aujourd'hui un atelier dans le cadre de l'actualisation du Code de statut personnel, atelier organisé par le MASEF, le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, en collaboration avec la coopération allemande internationale, l'agence de coopération allemande internationale, la GIZ, ou si vous voulez, la GIZ pour les germanophones. Et c'est le secrétaire général du MASEF qui a ouvert les travaux de cet atelier de 2 jours. Et c'était l'occasion pour les représentants de la GIZ ou la GIZ, comme disent les germanophones, de saluer les efforts de la Mauritanie dans ce domaine. L'adoption de ce code du statut personnel constitue incontestablement une avancée pour la reconnaissance et la promotion des droits de la femme et de l'enfant en Mauritanie. La Mauritanie a accompli des progrès importants en matière de développement humain, d'égalité de sexe et de promotion des droits humains durant ces dernières années. Ces progrès témoignent d'une volonté politique réelle qui se manifeste à travers la ratification des conventions internationales par le gouvernement, surtout les principales conventions internationales en faveur des droits humains et de l'équité de genre, ainsi que les efforts consentis sur le plan de l'harmonisation des dispositifs juridiques nationaux par rapport à ces conventions. Ces avancées sont appuyées par les efforts d'une société civile de plus en plus engagée et par l'accompagnement de la communauté internationale à travers les partenaires techniques et financiers. Voilà le représentant de la GIZ à l'occasion de cet atelier donc organisé pour l'actualisation du code du statut du personnel. Atelier ouvert aujourd'hui à Nouakchott et dont la durée est de 2 jours. L'actualité, c'est aussi cette journée de concertation organisée par la direction de la traduction de la législation et de l'impression du journal officiel. Donc, vous l'avez compris, par le secrétariat général du gouvernement. Une journée organisée à l'intention des conseillers techniques au sein des départements ministériels. Alors, au cours de cette journée, qu'est-ce qui a été fait, Mohamed Ougaï? Les participants à cette rencontre ont reçu des exposés sur les missions de la Direction générale de la législation, de la traduction et de publication du journal officiel et les techniques de l'audit juridique et celles de la traduction. À cette occasion, le secrétaire général adjoint du gouvernement a affirmé dans un discours prononcé au nom du secrétaire général du gouvernement que l'organisation de cette journée vise à relever le niveau de la formulation des textes juridiques de manière à préserver la justesse linguistique, et ce, dans le cadre de la dynamisation de la cellule de communication chargée des affaires juridiques mise en place en vertu du décret 823 en date du 22 août 2016. Il a ajouté que la mise à niveau des textes juridiques est l'un des piliers de l'état de droit et la bonne gouvernance que les pouvoirs publics s'emploient à la renforcer. Ceci qui se manifeste clairement à travers le programme du président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould El-Cheikh Ghazouani, que le gouvernement du Premier ministre travaille à concrétiser sur le terrain suivant un chronogramme précis. Le directeur général de la législation, de la traduction et de publication du journal officiel, M. Thiam Zakaria, a indiqué que cette journée de concertation vient en application de la coopération en vertu du décret numéro 093-75 entre la Direction générale de la législation et les conseillers juridiques à travers le suivi des projets par les techniciens concernés, à savoir les conseillers juridiques au sein des secteurs gouvernementaux. Il a ajouté que par la réalisation de cet objectif, d'importantes données informatiques seront mises à disposition à la Direction générale de la législation en vue d'accélérer et de simplifier les procédures de traitement des dossiers. Enfin, il s'est engagé à rendre la collaboration de sa direction avec les conseillers juridiques positive et fructueuse. Voilà, pour cette journée de concertation organisée donc au secrétariat général du gouvernement à l'intention des conseillers techniques
des différents départements ministériels. Les droits de l'homme à présent avec cette campagne entreprise par le président de la Commission des droits de l'homme, la Commission nationale des droits de l'homme. Il sillonne actuellement à l'intérieur du pays, particulièrement dans l'est du pays. Il se trouve en principe aujourd'hui dans le Hod El Gharbi. Quelles sont les étapes, sa dernière étape? C'est un reportage de notre envoyé spécial Yacoub Souvi, revu et présenté en français par Abdullah Demeba. La localité de Zeraviat au Hod El Sharqi a constitué une des étapes de cette caravane de sensibilisation afin de contribuer à la diffusion de la culture des droits de l'homme. Sur les lieux, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Ahmed Saleh Ould-Bohoubeni, s'est rendu au sein de certaines structures, dont cette école, cette structure sanitaire. Il a par ailleurs affirmé avoir écouté et recueilli les doléances des habitants et compte les transmettre aux autorités compétentes. La caravane s'est aussi arrêtée à Oumoul Akarish. Sur les lieux, le maire de la commune de Mabrouk, Vali Woulseyak, a souhaité la bienvenue au nom des habitants au président et membres de la CNDH. À Bézir, le président de la CNDH a discuté avec les populations et s'est informé des problèmes des habitants. Les membres de la commission se sont enquis des conditions de vie des populations. Ces derniers ont exposé leurs problèmes d'accès à l'eau, à l'éducation et à des soins. À Néma, capitale régionale du Hod El Sharqi, le président de la Commission nationale des droits de l'homme s'est réuni avec les représentants des organisations de la société civile de cette wilaya. Il a dans ce cadre fait part de l'importance de propager la culture des droits humains. Les activités donc du président de la Commission nationale des droits de l'homme à l'intérieur du pays, notamment au Hod El Sharqi. L'actualité, c'est toujours les droits de l'homme. On ne va pas les quitter. On va parler maintenant des droits des réfugiés, puisque ce problème des réfugiés a été beaucoup discuté ces derniers jours ici à Nouakchott au niveau de la commission tripartite Mauritanie, Mali et au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Une commission qui s'est tenue hier et aujourd'hui ici à Nouakchott. Alors, quelles sont les recommandations de ces 10 jours de travaux? Élément de réponse avec Mohamed Lemine Bekkar. Produire un second lot de dépliants d'informations sur l'établissement d'actes d'état civil et sa transmission dans les pays d'asile aux fins de sensibilisation des réfugiés aux procédures d'établissement d'actes d'état civil au Mali. Organiser avant la fin de l'année 2020 une réunion transfrontalière à Numéro du Sahel pour l'évaluation des processus du repatriement volontaire. Organiser une visite du groupe technique de travail dans la zone de retour des rapatriés à Ségou. Transmettre les termes de référence de la dite visite par voie officielle au gouvernement de la République islamique de Mauritanie et le bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Nouakchott. Ce sont entre autres les recommandations formulées par le groupe technique à l'issue de cette 6e réunion de la commission tripartite Mauritanie-Mali-ACR. La commission a eu à faire également l'évaluation de l'état d'avancement des activités prévues dans le plan de travail adopté par la précédente réunion tenue l'année dernière à Bamako. Les 3 parties ont par la suite signé le document final sanctionnant les travaux de cette commission. Le Mali et le ACR ont noté avec satisfaction les efforts déployés par notre pays en termes de protection et de soutien aux réfugiés maliens du camp de Mbera et son engagement à délivrer des certificats de naissance à tous les enfants des réfugiés nés sur son territoire, de même que la délivrance de cartes nationales d'identification pour les réfugiés maliens afin de leur garantir la liberté de circuler et d'entreprises d'activités économiques. Le mot de la fin était prononcé par le représentant du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation qui a réitéré l'engagement de la Mauritanie à poursuivre son assistance aux réfugiés maliens et au processus de paix au Mali. Enfin, les 3 parties se sont donné un rendez-vous en février 2020 à Bamako, au Mali. Voilà donc pour cette réunion, la 6e réunion de la commission tripartite Mauritanie-Mali-ACR qui vient de se tenir ici à Nouakchott. Clôture, c'était aujourd'hui. Autre rencontre également qui s'est achevée aujourd'hui à Nouakchott. Cette fois, c'est une rencontre inter-universitaire. Elle a été clôturée elle aussi aujourd'hui. Les résultats de cette rencontre, Abdullah Demeba.
Mise en place d'un comité scientifique, création d'un réseau de recherche, développement de la mobilité, développement de la double diplomation et de la formation continue, telles sont entre autres les composantes du plan d'action qui a été retenu au sortir des assises de la 3e réunion du réseau des universités nord-ouest africaines et de la Macaronésie. Durant ces travaux, nous avons donc 2 jours durant discuté des questions importantes, des questions relatives cette année à Nouakchott au problème de double diplomation, au problème de formation continue, aux questions relatives à la recherche et aux mobilités. Nous avons donc eu la présence de 12 universités de 10 pays, membres de ce réseau nord-ouest africain, et des pays de la Macaronésie, donc Madère, Açores, Canaries et Cap-Vert. Il y a eu des échanges extrêmement fructueux. On a retenu un programme d'action. Je suis sûr qu'il sera mis en place rapidement. Rappelons que la 4e réunion du réseau des universités nord-ouest africaines et de la Macaronésie se tiendra à Ziguinchor au Sénégal. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ça, c'est l'audience accordée ce soir par le Premier ministre à une mission du FUNIAP conduite par la directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la population. Ça, c'est cette rencontre de concertation organisée par le ministère de l'Économie et de l'Industrie avec les partenaires dans les domaines de la formation professionnelle et technique. C'était aujourd'hui à Nouakchott. Et ici, c'est le coup d'envoi de la campagne nationale de pare-feu 2019-2020, coup d'envoi donné par la ministre de l'Environnement et du Développement durable à partir de l'Atf, dans la wilaya du Gorgol. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 21h30. Bonsoir.